Les routes de l'existence sont périlleuses pour l'imprudent voyageur qui s'y égare. C'est ce qu'a pris à ses dépens Aurore Vidal, adolescente influençable qu'une errance inconsidérée précipita dans les abîmes du néant. Elle est partie du jour au lendemain. À l'époque, j'avais pas fait le rapprochement. Si un esprit s'est manifesté, alors forcément, il a laissé une trace. Il reste certaines expériences qui dépassent les limites de la raison. Et croyez-moi, aucun de nous n'y est préparé. Aussi étrange soit-elle, l'histoire que nous nous apprêtons à vous raconter est la description fidèle des faits tels qu'ils ont été rapportés par des témoins directs. Libre à chacun d'en interpréter le sens et d'en tirer ses propres conclusions. Créancey, Haute-Marne, petit hameau paisible et sans histoire. Le soir du 24 juillet 1992, Gérard Bouchain, 56 ans, contremaître à l'usine de bottes de Châteauvillain, ne s'attendait pas à faire la rencontre d'une force obscure et terrifiante. S'il devait arriver à quelque chose à quelqu'un, c'était forcément à Gérard. C'était forcément à lui. Ce soir d'été, Gérard se rend chez un couple d'amis résidant à Marmès, à quelques kilomètres de là. Gérard vit seul, mais il ne manquerait sous aucun prétexte une occasion de faire la fête. Aux alentours de minuit, alors que la soirée bat son plein, Gérard décide subitement de rentrer chez lui. Il est alcoolisé, mais personne ne parvient à le convaincre de rester dormir sur les lieux. Terminé. Inconscient de la menace qui le guette, Gérard prend le volant. Il embarque sans le savoir pour un voyage vers l'ultime frontière de la raison. Il fait encore nuit quand le brigadier-chef Martin reçoit un appel de son adjoint lui faisant rapport d'un étrange événement. Lors d'une patrouille de routine, des membres de la brigade ont fait la découverte d'un véhicule stationné au beau milieu de la départementale 92. À son bord, un seul passager, inconscient. Nous sommes le 25 juillet 1992, aux alentours de 3 h du matin, à Toulon. Quand on est arrivé sur place, j'ai découvert un individu mais complètement désorienté. On lui a fait passer un test d'alcoolémie. Il était positif. Pour nous, c'était réglé. Sauf que l'individu a complètement paniqué quand on lui a appris qu'il était à Toulon. Sur sa déposition, Gérard affirme avoir quitté la soirée aux alentours de minuit 15. Or, le procès-verbal, enregistré par le brigadier-chef Martin, a été établi précisément à 3 h 17 du matin, soit 3 h 02 après la dernière apparition publique de Gérard. Comment concevoir que le malheureux automobiliste ait parcouru une telle distance en un temps si bref? 3 heures? Ouais, 3 heures, c'est pas possible. En roulant vite, il peut éventuellement arriver jusqu'à Montélimar ou Pierre-Latte, mais Toulon, c'est pas faisable. Ça fait plus de 200 km/h, monsieur. 200 km/h avec une BX. De surcroît, un élément stupéfie les gendarmes. Ce soir-là, Gérard soutient avoir voyagé en compagnie d'une inquiétante passagère. Cette nuit-là, les ténèbres semblent impénétrables. Néanmoins, après quelques minutes de route, Gérard voit apparaître devant ses phares la silhouette d'une étrange autostoppeuse. Son visage est exsangue, presque translucide. Vaporeuse, la jeune femme paraît irréelle. D'un naturel confiant, Gérard l'invite cependant à monter. Allez, montez. La suite du voyage, l'automobiliste n'en garde plus le moindre souvenir. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il est extrêmement difficile, même pour un œil averti, de faire la distinction entre la matérialisation charnelle d'une entité spirituelle et un véritable corps. Le rayonnement qu'il dégage est très similaire à celui d'un être humain dit vivant. Enfin, notre œil, en tout cas, l'interprète comme tel.
Classée sans suite par les gendarmes, l'affaire serait probablement restée enfouie si 2 mois plus tard, Anthony Castel, écrivain spécialiste en paranormal, ne s'était pas rendu dans son bistrot favori. Ce soir-là, j'avais rendez-vous avec un informateur qui devait me parler de discordance énergétique du côté d'Olioul. Et j'en ai venu le nez. Par contre, il y avait un gendarme au comptoir. Il délirait sur une affaire incroyable qu'ils avaient eue il y a quelques mois. Un gars du Nord qui serait arrivé chez nous sans que personne ne sache comment. Personne. Personne ne me croit ici, monsieur, écoutez-moi. Mais ce que va entendre Anthony Castel ce soir-là va le bouleverser à jamais. Il a pris une stoppeuse. Pauvre gars, il n'en dormait pas de la nuit. Alors je me suis dit, Tony, cette histoire, elle est pour toi. Anthony Castel parvient à mettre la main sur le procès-verbal de l'affaire Bouchin. Rapidement, il acquiert la conviction que la vérité est tapie, là, quelque part, et qu'elle a échappé à l'attention des forces de l'ordre. Si un esprit s'est manifesté, comme ce pauvre homme n'a cessé de le répéter, alors forcément, il a laissé une trace. Mais j'avais beau lire et relire le dossier, je ne trouvais rien, je ne comprenais pas. Et puis j'ai vu la photo. Alors qu'il pensait que tout était perdu, Anthony Castel fait une stupéfiante découverte. Coïncidence? Difficile à croire. Au premier coup d'œil, la photographie du véhicule de Gérard Bouchin paraît tout à fait anodine, une simple photo prise par un gendarme consciencieux afin de compléter la procédure. Pourtant, un élément attire l'attention de l'écrivain. La corolle d'un gerbera hypocaridoïde. Un type de fleur bien particulier dont la présence pourrait sembler anodine si on ne s'intéressait pas de plus près à son histoire. Début des années 70. Une période sombre de l'histoire toulonnaise. Une période que la ville préfère aujourd'hui passer sous silence. Lorsqu'elle accueillait des communautés mystiques au cœur même des quartiers les plus respectables. Leur signe distinctif, une variété de fleurs bien particulières, les gerberas. Ils sont répandus de ville en ville comme ça en essayant de convertir les gens, en leur promettant la paix éternelle à travers la jouissance immédiate. Les gendarmes ont laissé faire jusqu'à ce qu'on découvre toutes les perversités auxquelles ils se livraient. C'était une bande d'illuminés. De là à dire que la commune avait une part de responsabilité dans cette affaire... Pardon, là c'est un peu fort, non? Mais alors, pourquoi, des années après leur passage, la secte ferait-elle à nouveau surface dans le coffre d'un simple automobiliste désorienté? Quel ténébreux mystère était passé outre la vigilance des agents de la maréchaussée? Comme j'ai écrit dans la préface de mon livre, si tous les faits que vous voyez vous conduisent à penser que des événements sont incompréhensibles, il est temps de les réexaminer avec un regard neuf. Motivé par une inexplicable intuition, Anthony Castel s'empare du registre des disparus. J'ai écouté mon instinct, bien sûr. C'est là que j'ai trouvé la réponse. Mai 1969. Les Vidal sont une famille intégrée et respectée à Toulon. Mais au contact de ces communautés dévoyées, la jeune Aurore, 17 ans, se transforme. Ce que peu de gens veulent admettre, c'est l'influence que ces sectes ont eue sur les jeunes du coin. Ils étaient de plus en plus nombreux à quitter leur famille pour les rejoindre. Après, ce à quoi ils se livraient une fois qu'ils étaient là-bas, mieux vaut ne pas le savoir. Elle avait commencé d'avoir de drôles de manières. Elle voulait porter des pantalons, refusait de se faire couper les cheveux. On pensait que ça lui passerait, qu'elle suivrait des études de médecine. On avait un peu honte. Mais ça reste ma petite fille. Bien entendu qu'on a fini par agir, Dieu merci. Si le maire, Maurice Arex, les avait pas fait des guerres pires quand il a été réélu, Chassés de leur campement sauvage, les dangereux zélotes quittèrent la ville aussi rapidement qu'ils étaient apparus.
Aurore Vidal, dépouillée de toute volonté, est alors soustraite à l'amour de ses parents. Suivant aveuglément ses néfastes compagnons, la jeune femme disparaît pour ne plus jamais revenir. Anthony Castel en acquiert la conviction. La fantomatique autostoppeuse ne serait autre que l'âme tourmentée d'Aurore qui, 23 ans plus tard, cherchait le chemin de la maison. Didier Vidal se souviendra certainement toute sa vie de ce jour d'octobre 1992. Le jour où un homme providentiel vint lui annoncer le retour de sa fille chérie. C'est vrai que quand M. Castel est venu chez moi, Monsieur Vidal, j'ai cru d'abord que c'était un charlatan. Gerbera, Et puis, il a commencé par me dire qu'il s'agissait presque de ma fille à 22% de chance que ce soit ma petite Aurore. l'attente et la patience. Gerbera. Et puis, il avait cette photo d'elle. C'est surtout ça qui m'a convaincu. C'était incroyable. J'ai senti un grand courant d'air dans ma nuque. Et là, j'ai réalisé que je tenais dans les mains un exemplaire de Var Matin, ouvert à la page sport. Ne me parlez plus de ma fille. Ça fait trop longtemps maintenant. J'ai hésité à lui montrer la photo. Je ne pense pas qu'il était prêt à la voir. Mais il fallait qu'il sache. Votre fille est ici. Je l'emmenais souvent aux compétitions quand elle était petite. Et maintenant, en revoyant cette photo, je me souviens que j'ai eu très très froid et on était en plein mois de juillet. Vous savez, l'esprit n'a pas à proprement parler de mémoire. Il emmagasine simplement les éléments les plus marquants de son existence physique. Dans le cas d'Aurore Vidal, la persistance de son attachement à sa famille lui a permis de retrouver le chemin du village de son enfance. Fabuleux. Avec cette photo, c'est comme si elle me guidait sur le chemin. Comme si elle me disait « Anthony, viens, et on va leur montrer la vérité au monde. » Plus personne ne pourra dire que t'es fou. Plus personne. Je suis si content qu'elle soit près de nous, dans notre monde ou dans un autre. Dans l'état actuel des connaissances scientifiques, nous ne sommes peut-être pas en mesure de l'expliquer, mais cette histoire a un sens. Il suffit d'accepter qu'il nous échappe. Finalement, le cas Bouchin-Vidal n'est rien d'autre que la preuve de ce que les poètes connaissent d'instinct. L'amour vient à bout de tout. Même de la puissante séparation entre le monde des vivants et le monde des morts. Allez savoir. Le point final d'un itinéraire d'angoisse et de mystère, que l'intercession d'un être doué de patience et d'écoute a ramené vers l'espoir. L'achèvement d'une destinée dont les plus sceptiques n'accepteront jamais d'admettre l'existence. Comme l'écrivait Malebranche, on ne doit pas regarder fixement nos mystères de peur d'en être ébloui. La damnation du malheureux conducteur était-elle le prix à payer pour la paix de l'âme d'Aurore Vidal? J'ai voulu prévenir Gérard Bouchin, et j'ai pu retrouver aucune trace de son adresse. C'était comme s'il avait voulu disparaître. Certains parleront de coïncidence. Pour d'autres, par contre, il ne fait aucun doute que Gérard Bouchin a fait la rencontre de celle qu'on appelle déjà la Dame de Toulon. Vagabond solitaire, naïf pèlerin, quelle que soit votre destination, gardez-vous bien des rencontres nocturnes.